Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le débat politique. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993. Cette célébration permet chaque année de rappeler les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Toutefois, ni les journalistes ni les médias ne peuvent échapper à la question éthique, même au nom de la liberté d'expression. Selon le dictionnaire, un journaliste est une personne qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice du journalisme dans un ou plusieurs organes de presse écrite ou audiovisuelle. Il est titulaire de la carte d'identité professionnelle et tout journaliste peut se prévaloir de la clause de conscience. En ce qui concerne le militant, toujours selon le dictionnaire, c'est une personne qui lutte, combat pour une idée, une opinion, un parti. Il peut être un adhérent d'une organisation politique, syndicale, sociale et qui participe activement à la vie de cette organisation. En Côte d'Ivoire, plusieurs médias affichent et assument leur sensibilité politique, mais le militantisme et le journalisme sont-ils compatibles? Les convictions politiques peuvent-elles entraver le sens critique des journalistes? Pour en parler, je reçois le docteur Samba Sidiki, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Guillaume Bateau, directeur des rédactions de Notre Voix. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir Fatim, c'est moi qui vous remercie. Franck Etienne, journaliste, enseignant, fondateur du journal en ligne adjoa.net et auparavant à la matinale et le Rassemblement. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Et Michel Betta, directeur de publication au journal Le Bélier. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fatim, et c'est moi qui te remercie. Alors monsieur, je viens de donner la définition du journaliste selon le dictionnaire, mais j'aimerais bien avoir la vôtre. Quelle est pour vous la définition d'un journaliste, Guillaume Bateau? Oui, la définition est la même. Si on se réfère à la loi ivoirienne, qui est une légère modification ou bien un léger rajout, parce que quand on prend la loi ivoirienne, on ajoute qu'en Côte d'Ivoire, pour être journaliste professionnel, il faut avoir fait au moins la licence ou la maîtrise, et donc avoir fait une école de journalisme. Donc quand vous n'avez pas fait l'école de journalisme, il faut pouvoir justifier donc d'une licence et d'une expérience professionnelle dans une rédaction de 2 ans. Et quand vous avez la maîtrise, justifier une expérience professionnelle dans une rédaction d'1 an. Donc c'est peut-être, je veux dire, l'acclimatation du terme. À titre personnel, dans une autre vie, j'ai toujours, je n'allais pas combattu, mais j'ai toujours été pas d'accord avec cette approche parce que le journalisme, il est universel, mais il y a une adaptation en Côte d'Ivoire, ce que j'ai ajouté. Donc en dehors de ça, effectivement, tirer l'essentiel de ses revenus, donc du métier, donc de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Je crois qu'on a dit ça, pour la Côte d'Ivoire, on est complet. Vous pouvez compléter? Non, mais si je dois compléter, c'est pour dire aussi que le journaliste, dans la réalisation de son métier, c'est l'objectivité. Donc, il faut dire qu'aussi le journaliste doit coller aux faits. Il faut que le journaliste, en tant qu'acteur ou bien en tant que traiteur d'informations, il soit plutôt collé aux faits pour faire ressortir ce qui est essentiel dans l'exercice de son métier. C'est-à-dire les faits, rien que les faits. Il faut que les opinions se différencient nettement des faits. Alors, quel est le rôle du journaliste dans notre société? Il est dit trivialement que c'est le quatrième pouvoir pour parler donc du contre-pouvoir que donc devrait être, que devrait exercer donc le journaliste. C'est vrai que c'est une approche, je voulais dire, c'est un syllogisme qui découle, je veux dire, d'une observation empirique, voilà, sur le fait que le journaliste a la capacité de faire et de défaire, je veux dire, les hommes, les choses, en tout cas de faire et de défaire la société en elle-même. Donc c'est ce pouvoir-là qui est qualifié souvent de quatrième pouvoir, à la différence des pouvoirs constitutionnels qu'on connaît, que sont donc le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc quand vous arrivez donc par votre plume à influencer la société, à changer la société, à exposer la société, déjà vous pouvez vous considérer comme journaliste en ajoutant, je vais dire, tout ce que la loi prévoit aussi.
Docteur Bamba, vous avez rédigé une thèse intitulée « Presse écrite et émergence de l'espace public en Côte d'Ivoire entre idéal démocratique et propagande politique ». Quel lien faites-vous entre la démocratie et le journalisme? Ce lien, pour pouvoir le faire, il faut déplacer le mot journalisme et y ajouter un adjectif, journalisme politique. Oui. Parce qu'il va de soi que si c'est le journalisme dans son acception générale, cela ne veut absolument rien dire. Donc quand nous sommes dans le champ politique, rien que dans le champ politique, à partir de ce moment, la corrélation se crée immédiatement entre démocratie et journalisme. Dans ce cas, le journalisme devient comme une sorte de courroie de transmission entre ce que nous appelons la classe politique et l'opinion publique. Donc une sorte de régulateur qui prend les informations du côté du politique pour le balancer sur la société civile et l'opinion publique et vice-versa. Donc ce rôle-là de médiation fait que le journalisme devient une sorte d'institution dans une démocratie. Voilà pourquoi on pourrait opposer journalisme à dictature, journalisme à démocratie. Dans notre cas précis, il est important que le journalisme joue pleinement son rôle d'éveilleur de conscience, son rôle de fouineur surtout. Et ce qui caractérise tout bon journalisme, c'est l'impertinence. Ah. On va en parler de... L'impertinence, je retiens ce mot. On va en parler. Le pluralisme et l'indépendance tant réclamés depuis l'appel des journalistes africains lors de la déclaration de Windhoek ne masquent pas finalement une réalité, celle de la politisation des médias dans notre pays. Certains sont perçus comme une caisse de résonance, soit des partis au pouvoir, soit des partis d'opposition. Qu'en pensez-vous? Je vais m'adresser aux représentants de journaux d'opinion. Oh, bon, vous prenez sur vous de qualifier nos journaux de journaux d'opinion, ça n'engage que vous. Mais je veux dire que... C'est pas péjoratif, c'est factuel. C'est notre journal, pour ce qui me concerne, parce que je suis le directeur de rédaction de Notre Voix, notre journal est un journal d'information générale. Même si les opinions s'y expriment, ce qui n'est pas contraire aux règles, on va y revenir. Ce que je voulais dire, c'est que la proximité du journalisme avec la politique n'est pas un fait ivoirien. Alors j'aime bien cette phrase qu'a répété un de nos maîtres, notre grand frère Zio Moussa, qui rappelle toujours que le journalisme est né au confluent de la politique et de la littérature. Donc, ce n'est pas un fait africain, ce n'est pas un fait ivoirien. Cela découle de l'histoire. Donc, le journalisme est un peu la fille de la politique. Parce que dans la progression de l'humanité, on va parler de l'Europe, mais aussi après, ici même, pour la lutte même pour l'indépendance dans nos colonies, le journalisme en tant que moyen d'expression, les journaux, je veux dire, aussi les médias de façon générale, contribuent à porter la voix de ceux qui se battent peu ou prou pour un certain nombre d'idéaux. Donc, le fait que le journalisme soit proche du politique, non seulement n'est pas un fait nouveau en Côte d'Ivoire, mais je veux dire, ce n'est même pas un fait ivoirien, ce n'est pas un fait africain, c'est un fait historique. Mais doit-on s'en féliciter, Franck-Étienne, cette proximité? Il n'y a pas à évaluer en termes de s'en féliciter ou pas. C'est un fait. C'est-à-dire que le journalisme ne peut pas s'éloigner de la politique. Comme Guillaume Bateau l'a dit, le journalisme est fille de la politique. Parce que la politique aussi, il ne faut pas voir la politique seulement sous le prisme de la politique politicienne, du mouvement et de la vie des partis politiques. Il faut voir la politique comme la gestion donc, de la cité. Alors, et la gestion de la cité implique à la fois l'art, la société, implique la littérature, tout ça. Donc je veux dire, le journalisme ne peut pas s'éloigner de la politique. Cependant, on se rend compte finalement que ce sont les partis politiques donc, qui, en se créant, cherchent à exercer le pouvoir d'État, donc cherchent à influencer toute la société. À partir de ce moment-là, le journalisme va se poser, je veux dire, aux politiques comme une sorte de contre-pouvoir. Mais donc les deux ne peuvent pas véritablement, je veux dire, être dissociés. Pas possible. Alors, selon l'ANP en Côte d'Ivoire, nous avons une vingtaine de quotidiens répartis comme suit. 8 considérés comme proches du pouvoir, 8 proches de l'opposition et 3 dits indépendants. Là aussi, comment cela vous interpelle? Est-ce satisfaisant cette classification, je me dis, c'est une instance reconnue comme telle qui l'a fait. Donc, je n'ai pas de doute à y mettre.
seulement que je ne sais pas les critères de classification. Ce que j'ai pu dire, c'est que le journalisme qui prévaut en Côte d'Ivoire, en tout cas en termes de poids, c'est le journalisme d'opinion. C'est vrai que Guillaume Bateau disait tout à l'heure qu'ils sont un journal d'information générale, mais je crois qu'à ce niveau-là, il faut que les gens aient le courage de leurs idées. Il n'est pas du tout interdit moi, j'ai de toujours été mettre courageux, journal. Il n'est pas du tout interdit de Côte mettre d'Ivoire, journal on connaît d'opinion, journal du FPI, du RHDP. Il faut pas le fuir dans la mesure où la plupart du temps, quand on approche ces journaux-là et qu'on lit les articles sont monocolores, dans le sens où c'est hyper partisan, où on constate que c'est fait vraiment pour un public qui a envie de voir la célébration de ses propres opinions. Il n'y a pas cette distanciation dont on a besoin, de sorte que le lectorat est déjà réduit. Si je ne suis pas d'accord avec les idées d'un parti politique, pourquoi diantre voudriez-vous que j'achète ce journal-là? Alors que si les journalistes veulent vraiment ratisser large, il faut avoir une vision plus large, de sorte que le lectorat soit aussi large. Alors, je vois Guillaume Bateau veut répondre. Oui, Attends, je vais répondre. Comme il a été interpellé directement. Oui, je vais répondre. C'est pas parce que M. Bamba ou Fatim veut qu'un journal soit d'opinion qu'il est. C'est pas parce que... Moi, je dis que je suis le directeur des rédactions du quotidien Notre Voix. Et Notre Voix est un journal d'information générale. Et si vous prenez les pages de Notre Voix, il n'y a pas que la politique de la 2 à la page 8 aujourd'hui. Il y avait 12 il y a quelques temps, mais à la 8 aujourd'hui. Donc, c'est vrai, on a la facilité en Côte d'Ivoire de caricaturer, de résumer. Mais un journal d'information générale, et mes confrères sont ici, ils le diront. Mais... Moi, directeur de rédaction, quand j'arrive à la rédaction chaque matin, il n'y a pas que des articles politiques. On fait du sport, on fait de... Non, mais un journal d'opinion, on va en chercher la définition avant la fin de l'émission, je vous garantis. Ce n'est pas la vision que vous en avez. Je ne sais pas pourquoi ça vous offusque qu'on qualifie Notre Voix, qui est un journal bleu. On va parler de la coloration des journaux. Vous assumez. Je ne suis pas offusqué. Pourquoi vous refusez cette... Je dis que Notre Voix... Oui, mais attends, nous sommes dans un pays, le métier est organisé. Il y a, à l'ANP, quand on veut faire les déclarations des journaux, on dit vous faites soit un journal d'information générale, soit un bulletin, soit... vous êtes classifié? Nous sommes un journal... On n'est pas classifié, nous sommes un journal d'information générale. Et nous travaillons en fonction. Cela ne veut pas dire que nous n'assumons pas notre positionnement, notre ligne éditoriale. Nous sommes le journal du Fonds populaire ivoirien. Et ça, nous l'assumons. Et nous... Ah oui, parce que c'est pas le propriétaire. C'est pas parce que le propriétaire s'appelle X ou Y que vous ne faites pas du journalisme d'information générale. Le Bélier, c'est un journal d'opinion? C'est un journal d'opinion qui s'assume pleinement. Parce que nous estimons qu'aujourd'hui, vu la coloration de l'opinion en Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il y a une opinion qui doit être en exergue. C'est celle qu'ont défendu nos prédécesseurs, celle qui a conçu ce pays-là, celle du PDCI. Parce que nous estimons que beaucoup de choses ont été faites par ces prédécesseurs-là. On parle aujourd'hui, tout le monde se reconnaît à travers Houphouët-Boigny, toutes ces valeurs. Donc pour nous, nous avons estimé que vu la déliquescence, autant pour moi, déliquescence dans laquelle la Côte d'Ivoire se retrouve aujourd'hui, avec les opinions souvent marquées et souvent, je dis, claniques, nous pensons que le PDCI peut constituer une alternative crédible pour ce pays-là. Donc c'est pourquoi... Donc vous assumez... Moi, je voulais qu'on quitte, je vais dire... qu'on arrête de chercher la nature des journaux. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on soit un journal d'opinion ou pas. Le problème, c'est que, quelle que soit la nature qu'on a, est-ce qu'on fait le travail du journaliste qui consiste à recueillir les informations, à les traiter et à les mettre à la disposition du public, en respectant, bien sûr, toutes je veux dire, les règles qui encadrent notre métier. Voilà la grande question. Parce qu'on peut être à Notre Voix et puis faire le travail du journaliste, comme on peut être à Le Bélier et faire le travail du journaliste. C'est pour ça que je répète. Hein, c'est pas du tout... Je sens que c'est perçu péjorativement. Il n'y a aucune connotation. Quand j'emploie ce terme, c'est ni pour dire que c'est bien ou moins bien. C'est juste une classification qu'on se fait des journaux. Et quand on affiche ou on assume, on va dire,
communication politique, c'est juste dans cet espace. Mais on va continuer avec cet aspect de la coloration des journaux. C'est vrai qu'ici, on a l'habitude, quand on voit les titrologies, de voir les journaux bleus, des journaux verts ou des journaux d'autres couleurs dits indépendants. Là aussi, d'où vient cette coloration? Pourquoi votre journal est bleu? Notre journal est bleu à l'origine parce que le bleu fait partie des couleurs du Front populaire ivoirien. C'est le logo du parti. Oui, je veux dire les couleurs parce que le FPI n'a pas que le bleu comme couleur. Il y a le blanc, il y a le rose. À l'origine, nos pères fondateurs, pour les appeler comme ça, ont choisi une des couleurs du parti pour pouvoir bien marquer le positionnement. Parce qu'en face, pour ceux qui connaissaient cette période de 90, en face, on avait les journaux aux couleurs du PDCI-RDA, le PDCI qui avait le vert et le blanc comme les couleurs dominantes. Donc, voilà un peu par rapport à ce... D'où le bélier est vert. Le bélier est vert. Donc, ça, mais la couleur n'a rien à voir avec le contenu. Oui. La couleur, c'est comme Libération est plutôt rose, comme le Figaro est plutôt bleu, parce que le bleu, c'est la couleur de la droite, etc. C'est beaucoup plus, j'allais dire, idéologique que professionnel. Voilà. Tom, on va vouloir réagir sur... Bon, que dire? La coloration, je veux dire aussi que ça vient aussi de l'imaginaire ivoirien, que j'aime bien. C'est-à-dire, quand on regarde le présentoir des journaux, il va de soi que la distinction se fait là très nette. Et donc, comme l'a dit Guillaume Bateau, cette coloration part aussi de l'histoire même des différents partis politiques. C'est aussi bien, pourquoi pas, ça simplifie les choses et ça nous permet de mieux le comprendre. Mais je répète à tous mes ce ne sont pas mes confrères, c'est vrai, j'aurais bien aimé on est prêt à vous accueillir dans... Voilà, dans une autre vie, j'ai eu à le faire. Mais je vais dire simplement qu'il faut accepter le thème de journaux d'opinion. Vraiment, comme tu l'as dit, ce n'est vraiment pas... Mais pourquoi vous y tenez tant? Non, pourquoi vous y tenez? J'y tiens pour la simple et bonne raison que le fait que vous soyez classifié par l'ANP... Mais l'ANP n'a pas le monopole de classement. Oui, il n'a pas le monopole, mais automatiquement, ça ne fait pas de vous ce que vous voulez être. C'est-à-dire, nous, dans ce que nous recevons, vous êtes classés en fonction de vos opinions. Chacun libre de faire les classements qu'il veut. Moi, je peux vous dire, M. Bamba, vous êtes classé au sud. Alors que vous êtes au nord. Mais ça, je veux dire, M. Bamba, c'est scientifique. Vous vous appelez M. Bamba. C'est si quelqu'un scientifique. vous appelez M. Issa, oui. mais vous êtes dans votre droit de dire que je m'appelle M. Bamba. Non, vous simplifiez le problème, M. Moi, je vous dis, moi, Guillaume Bateau, je suis le directeur des rédactions de Notre Voix. C'est un journal, un quotidien d'information générale. Non, vous voulez forcément que je sois un joueur d'opinion pour vous faire plaisir. Oui. Moi, je ne vais pas venir ici pour vous faire plaisir. Non, pour me faire plaisir à l'ANP. Non, pas du tout. Moi, je dis... Mais vous, oui. vous êtes pour quel camp? Quand vous écrivez, je ne suis pour aucun camp. L'éditorial, la ligne éditoriale... La ligne éditoriale, je peux vous l'expliquer. Expliquez-moi votre ligne éditoriale. Notre ligne éditoriale, nous sommes un journal proche du Front populaire ivoirien. Très bien, donc opinion. Mais attendez, c'est pas ça la ligne éditoriale. Est-ce que je peux vous lire la définition de la presse d'opinion pour qu'on soit tous au moins d'accord? Je peux vous lire la... Oui, bon, j'étais en train d'expliquer la ligne éditoriale de notre... La ligne, allez-y. Nous sommes un journal proche du FPI, de ses idées. Mais c'est des idées. Les idées sont des idées progressistes, des idées de solidarité, de démocratie, de liberté. Tout à fait. Voilà. Et ça, ces idées, d'ordre général, alors voici ce sont des opinions. Voici la définition. Des opinions. La définition, selon dictionnaire, toujours très utile, la presse d'opinion dessine un type de presse écrite dont le contenu exprime les orientations d'une famille de pensée et d'un parti. Merci. Oui, mais... Voilà. Bon. C'est ça l'opinion, en fait. Et encore une fois, il y a... Je peux parler? Oui, après on va avancer. Allez-y. Oui, mais dans ce cas, tous les médias sont des médias d'opinion. Forcément, on voit beaucoup d'opinion. Parce que... En Côte d'Ivoire surtout. Non, pas en Côte d'Ivoire seulement. Si. Quand vous êtes en France, le Figaro, tout le monde sait. Non, mais justement, ce sont les deux journaux dont on parle. Quand on parle du Monde, on parle d'autres journaux. On ne parle pas de l'UMA. On parle de l'UMA. Mais ils sont catégorisés et on les bien identifiés. Est-ce que le Libération est un journal d'opinion? Oui. Est-ce que le New York Times est un journal d'opinion? Non. Pourquoi? Parce que le New York Times, tous ceux qui travaillent sur le système américain savent que le New York Times est plus à gauche que d'autres. Donc ça, si on s'en tient... Excusez-moi. Si on s'en tient à la définition de Fatim, qui est qu'un journal... C'est pas Fatim. Ah oui, c'est toi qui l'as lu. Moi, je ne l'ai pas lu avec toi. Donc, si on s'en tient à la définition de Fatim,
qu'un journal exprime un courant de pensée. Mais oui, donc tous les journaux sont les journaux d'opinion. Alors, mais dans la même classification, on nous dit qu'il y a des journaux dits indépendants. Bon, allez-y, vous voulez rebondir. Indépendants par rapport à quoi? Non, je vais dire, faut pas qu'on se... faut pas focalise. qu'on fasse la c'est fine ça. bouche. Voilà, faut pas qu'on fasse la fine bouche. Un journal indépendant, c'est un journal qui n'est pas adossé à un parti politique et qui ne le revendique pas. Un point, un trait. C'est pas vrai, Franck. Non, Je suis même désolé. non. Si vous avez un... Je veux dire... Je veux dire qu'il n'y a pas des Vous avez un journaux... lobby financier derrière un journal. Pensez qu'il est indépendant? Mais le lobby financier... Vous avez un lobby financier derrière un journal. Pensez qu'il est indépendant? Attendez, Guillaume Bateau, vous nous dites que les journaux indépendants en Côte d'Ivoire ne le sont pas. Je ne parle même pas de la Côte d'Ivoire. Je parle même du monde entier. Non, mais On voit bien qu'en Europe aujourd'hui, le débat qui se fait là-bas, c'est la prise de contrôle des médias par les puissances financières. Non, ça, on va en parler après. Attendez, messieurs. Non, je veux dire juste à Guillaume Bateau. Non, je veux dire juste à Guillaume Bateau. On ne va pas perdre le débat à ce niveau-là. Je ne perds pas le débat, on fait le débat. J'explique. On ne va pas perdre le débat à ce niveau-là parce que c'est juste une observation. Oui, mais on ne peut pas me faire dire ce que je ne Bon, alors, Voilà. quittons cet aspect, s'il vous plaît, parce que Mais je si veux... elle n'est pas fondée pour ce qui me concerne, je suis ici pour défendre. Notre Voix est le seul journal de Côte d'Ivoire qui appartient à un officiellement parti politique. Mais nous sommes honnêtes. Nous sommes honnêtes. Qui appartient à un parti politique. Oui, mais on peut appartenir à un parti politique sans être un journal d'opinion. Oui. Bon, quelle est la différence? Vous appartenez à un parti politique, mais les autres n'appartiennent pas. Oui, mais vous avez parlé du PDCI. Oui, mais je n'appartiens pas à un parti politique. Mon journal n'appartient pas au PDCI. Mais toi, tu appartiens à un parti politique. Non, mais non, mais je ne suis pas... Donc, le PDCI est un financier occulte. Pourquoi tu veux voir un financier occulte? Pourquoi tu veux voir un financier occulte? Non, attendez, messieurs, on est juste... Non, messieurs, Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Non, monsieur Bateau, on est juste au début de l'émission, écoutez. C'est de la sorcellerie ici. Écoutez. Journal financier occulte. C'est-à-dire quoi? Monsieur Beta, vous avez dit, dès que vous avez la parole, que vous êtes un journal j'ai dit clairement, je suis un journal d'opinion parce que je travaille. Guillaume Bateau, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer parce qu'on va parler de toutes ces questions ultérieurement. Allons-y pas à pas, s'il vous plaît, et dans le calme. Et voilà, que ça soit intelligible pour les téléspectateurs. Ils n'ont déjà pas une si bonne image de nous autres journalistes, alors n'en rajoutons pas. Parlons peut-être d'une bonne nouvelle, à vous de me dire si elle est ou pas. Selon le classement de Réseau Sans Frontières sur la liberté de la presse, en 2022, la Côte d'Ivoire est 37e sur 180 pays et est le 5e pays africain. En 2021, je rappelle qu'on était 66e, on prend 29, en tout cas on gagne 29 places. Comment l'expliquez-vous? Non, moi je dis, le classement des Reporters Sans Frontières tient compte d'un certain nombre de données. Voilà. Par exemple, au niveau de l'évolution de la loi, on sait très bien que depuis 2017, la garde à vue est totalement, bannie dans la loi de Côte d'Ivoire. L'emprisonnement aussi depuis longtemps. Des journalistes. L'emprisonnement des journalistes depuis longtemps. C'est vrai qu'après, entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu souvent quelques petits accros avec le procureur. Il n'y a pas eu que des accros. Le procureur en 2020, il y a des journalistes qui ont séjourné à la Maca. Laisse finir. Avec le procureur qui a entendu ça et là des personnes. Mais le classement des Reporters Sans Frontières se base sur un certain nombre d'évolutions pour faire son classement. Ça peut ne pas être ce qu'on voit dans la réalité, parce que la réalité, ça peut être, nos réalités, ça peut être autre chose. Ça peut être sur les salaires, ça peut être sur les conditions de travail, mais peut-être que pour Reporters Sans Frontières, c'est d'autres. C'est ça, ce classement lui porte sur les facilités accordées aux journalistes pour exercer leur métier. Justement. Et non sur la qualité déjà des productions et les conditions peut-être de travail du salarié. Sur ce plan-là, je veux dire que moi, je veux saluer un peu la démarche de l'opposition, parce qu'il faut le dire, si le journaliste a été longtemps ostracié, a été beaucoup maltraité dans ce pays-là, c'est compte tenu du contexte politique. On est quitté d'un contexte de guerre, d'affrontement. Aujourd'hui, l'opposition montre un peu sa maturité. Vous voyez qu'aujourd'hui, au sein de l'opposition, ils ont signé la charte et le dialogue politique a été signé par tous les composants de la partie politique. Ce n'était pas comme ça par le passé. Par le passé, on a eu des opposants ici qui ont menacé le pouvoir, qui disent « ce pouvoir, je le frapperai, il tombera ». Donc, vous voyez, dans un contexte qui est différent comme celui d'aujourd'hui, on peut comprendre qu'il faut saluer la démarche de l'opposition qui se montre très responsable par rapport à cette opposition. Vous saluez l'opposition, vous ne saluez pas le pouvoir?
Non, je dis que c'est par rapport à l'évolution de la loi législative. Voilà, c'est un journaliste d'opinion, donc... Non, tu vois, ça. Non, à la limite, Fatih. Non, mais je veux dire, vous saluez quoi, la classe politique? Il faut quand même saluer non, je dis que toute la classe politique. En fait, on connaît le contexte. On est quitté d'un contexte d'affrontement où on savait que c'est l'opposition qui était tellement... qui était visée. Qui était au devant de l'affrontement vis-à-vis du pouvoir. Et aujourd'hui, l'opposition se montre un peu plus conciliante vis-à-vis du pouvoir. Donc c'est ça on va en parler dans certains des extraits de vos journaux que je vais vous lire ici. On ne sait pas s'il y a... on a mis de l'eau dans le vin. Guillaume Bateau, vous, ces chiffres, vous les contestez? Non, pas que je conteste, puisque l'auteur, c'est RSF. Moi, je dis toujours que depuis longtemps... Alors, mes amis ici savent que pendant longtemps, j'ai été le secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Et j'ai toujours eu un problème avec les classements des Reporters sans frontières. Parce que j'ai toujours trouvé que c'est des classements non seulement déconnectés de la réalité et qui ne prenaient pas en compte la vraie situation des journalistes. On peut faire des débats sur ces classements. Aujourd'hui, on peut se féliciter de ce que notre pays progresse. Mais moi, je suis journaliste depuis plus de 25 ans. La situation n'a jamais été aussi difficile dans les rédactions, en termes de conditions de travail, en termes de salaire, en termes de profit de carrière, en termes de protection. Mais est-ce que c'est ça qui conditionne le jugement de RSF? Non, le jugement de RSF est conditionné par la pratique du métier. S'il te plaît, je peux terminer. En fait, Guillaume Bateau, je peux terminer, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Je peux terminer, je ne fais aucun amalgame. Je dis... Non, vous voulez que... S'il vous plaît. Attendez, laissez-le. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut s'écouter sur ce plateau? À qui dites-vous? Ah, Franck Etienne, c'est à lui que je dis ça. Donc je dis, moi, parce que c'est trop facile de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes. Je me félicite. Et je vous dis, Fatim, je me suis plusieurs fois retrouvé dans les tribunaux, dans les commissariats pour défendre des confrères qui avaient été arrêtés. Je me félicite de ce que cette situation a beaucoup évolué. Ça, il faut s'en féliciter. Nous avons travaillé beaucoup sur les lois depuis 2004. Il y a eu la loi de 2014, il y a eu la loi de 2017. Même si cela n'a pas toujours empêché le procureur de traîner les journalistes jusqu'à 18h au parquet pour leur coller une amende ou parfois les garder à la brigade de gendarmerie, au plateau ou au Karagma ou comme pour certains en 2020 qui sont allés jusqu'à la Maca. Bon, je me félicite de ce que ce climat, de plus en plus, n'est pas vécu par nos confrères. Mais la réalité du journaliste aujourd'hui, c'est pas Là, rose. vous parlez des conditions de travail. Donc, moi, je dis que pour être crédible, ce classement doit s'asseoir aussi, doit avoir au moins un pied sur les conditions réelles de travail des journalistes dans les rédactions. Et je dis, vous regardez, la plupart des journaux aujourd'hui à 8 pages, les coûts d'impression exorbitants, etc. Il y a cette réalité on a bien nier. compris. Votre réaction suite à ce classement, Dr Bamba? Il est très bien. Ouais. Il est très bien quand on sait que la Côte d'Ivoire vient de très loin. J'ai eu la chance, grâce à ma thèse, d'aller chercher des chiffres des années 90 jusqu'à 2002, jusqu'à 2011. Nous étions vraiment au bas du classement. Dire qu'aujourd'hui, nous sommes 37e, alors que déjà l'année dernière, nous étions 66e, je dis bravo à la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois pas le pouvoir en place. Je vois en fait l'ensemble des journalistes et leur façon de faire. Et c'est un plaisir pour moi qu'il y ait cette évolution de mentalité qui permette aux journalistes de savoir que dans cette société qui est la nôtre, ils sont entièrement responsables de plusieurs choses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Au forum de 2001, ils ont reconnu leur part de responsabilité dans la déflagration de la société ivoirienne. À Marcoussi, c'était un point de Marcoussi. Il n'y avait aucun journaliste à Marcoussi. Monsieur Bateau. Monsieur Bateau, laissez... Il n'y avait aucun journaliste à Marcoussi. Monsieur Bateau, laissez... Non, juste une observation. Vous venez de dire à l'instant, est-ce qu'on peut finir ces phrases? Voilà, moi j'attends toujours que tout le monde parle. Voilà, laissez les gens aller au bout de leur argumentaire, s'il vous plaît. Il n'y avait certes pas de journalisme, mais je voulais dire que les médias ont été pris comme l'un des maillons essentiels de notre crise. Et si les journalistes sont si importants, si nous en discutons, c'est parce que, évidemment, leur responsabilité est engagée dans certaines choses. Je dis bravo à toute la classe politique ivoirienne et surtout journalistique qui a fait cet effort d'y arriver. Et d'ailleurs même, on sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu l'OLPED en 1995. Aujourd'hui, après CNP, on a l'ANP. Donc il y a
un véritable effort au niveau du champ journalistique pour pouvoir redorer leur blason. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, donc c'est bien. Je crois que les conditions des journalistes, les conditions de travail n'est pas prises en compte dans le classement de l'ANP. C'est vrai qu'il le soulève, ce serait très bien. C'est un tort? Ouais. Bon, ou c'est des problématiques différentes? Non, je ne peux pas dire que c'est un tort parce que les classements, ça dépend des critères d'évaluation. À preuve, quand on dit le PIB par habitant, est-ce que vous croyez que quand on donne le budget de la Côte d'Ivoire et qu'on dit le PIB par habitant, chacun a véritablement le montant qui est donné? Non. En plus, c'est une évaluation. En plus, quand on parle des conditions de travail, je veux dire, la loi n'astreint pas les journalistes dans de mauvaises conditions de travail. La preuve, c'est que Guillaume Bateau est là, il dit qu'il a été secrétaire général pendant 16 ans. Mais je ne dis pas, c'est un fait. Oui, il a été secrétaire général pendant 16 ans. Mais en réalité, la convention collective, ça a été adopté sous Guillaume Bateau. Oui. Et quand la convention collective est adoptée, son application, ce n'est plus l'État. C'est la responsabilité des organes de presse. C'est la responsabilité mais des patrons. Ah si. Non. Si ce point non. Bon, alors, la responsabilité, la première responsabilité, quand vous créez une entreprise et que l'État vous demande, quand vous finissez de créer votre entreprise, de payer votre employé à tel montant, mais vous payez votre employé à tel montant. Ce n'est pas l'État qui va venir vous dire, qui va faire la police. Vous êtes... Non, sur la question, je pense qu'il y a eu un accord entre l'État et puis les patrons de presse. Mais bien sûr. Dans lequel, dans cet accord-là, l'État devait faire une contrepartie, devait apporter quelque chose, un soutien à l'impression, un soutien à certains niveaux pour que cette convention soit appliquée. Parce que vous voyez, il y a une réalité qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, nous voyons, Bateau l'a décrit, cette réalité, c'est que les rédactions, la vie des journalistes dans les rédactions est vraiment alarmante et l'État en est suffisamment informé. Sur le plan du salaire, j'ai lu quelque part qu'un journaliste devait gagner à minima 180 000 francs par mois. C'est passé à 225 000 maintenant? Non, depuis longtemps, le 1,9. Ah, je sais, c'était à 2014, j'ai vu 180 000, ils avaient une revalorisation. Donc ça, c'est ce que tous les journalistes... En tout cas, certains qui gagnent certainement plus. Débutants, voilà. Et puis... Qui commence le métier aujourd'hui, normalement, il a 225 000. Fatim, je voudrais faire dire deux choses. Et on passe à... D'abord, j'ai été obligé, peut-être à mon corps défendant, d'interrompre un peu M. Bamba, parce qu'il y a aussi cette manie en Côte d'Ivoire de parler à la place des journalistes. Et je le répète, à Makoussi, il n'y avait aucun journaliste. Voilà. Et les gens sont retrouvés là-bas. Ceux qui ont pris les armes, ils ont eu le courage de dire que ce sont les journalistes qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Vous comprenez l'incongruité des choses dans ce pays? Donc les journalistes sont bons dos? Donc je dis, à Makoussi, il n'y a pas de journalistes. Deuxièmement, Franck voulait faire croire que l'État n'a aucune responsabilité dans la vie. Non, dans l'application de la loi. Dans la convention, plus c'est moi qui ai signé. Voilà. Oui. Le jour où je signais ce document, il a été paraphrasé par deux ministres. Oui. Le ministre Hubert Oulaye, le ministre de l'Emploi de l'époque, et le ministre Sissa Fandé de la Communication. Donc, l'État est peut-être partie prenante. Oui. Donc, l'État doit faire en sorte que ce document, qui est un accord parti entre le patronat et les employés que nous sommes, soit appliqué. Et l'État, puisque on passe son temps à accuser les journalistes de tous les maux de la planète, mais doit s'assurer que cette convention-là est appliquée. C'est comme la loi du travail. L'État, c'est lui qui doit régenter, organiser la vie de la société. Il ne peut pas se débiner quand il s'agit des journalistes. Non, regardez. Je vais terminer sur la question. Vraiment, je veux qu'on passe au cœur du sujet là. Le décret qui crée l'ANP, il est clair. L'ANP, en tant qu'autorité de régulation, a une mission de contrôle sur l'activité des entreprises. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a rien à faire. Non. Je suis désolé. Mais c'est une institution indépendante. Alors non, monsieur... Je veux passer au cœur du sujet parce que là... Écoutez, attendez, vos problématiques... Allez-y, vraiment, on arrête après, s'il vous plaît. En 2014, quand c'était encore le CNP, l'État a actionné le CNP pour essayer d'appliquer, ne serait-ce que le 10e de la réglementation, on a fermé tous les journaux. C'est pas vrai. Bon, non, monsieur, s'il vous plaît. Non, monsieur, là, en fait, c'est... Écoutez, la problématique des journalistes nous intéresse tous, mais ça concerne moins la population. Elle, ce qu'elle regarde, c'est le contenu, ce qu'on produit. Voilà, est-ce qu'on satisfait leurs demandes? Alors, nos problèmes de salaire qui sont très importants, on les subit tous, ne concernent pas le plus grand nombre. Donc, je ne veux pas que le débat s'épanche dessus. S'il vous plaît, on va s'intéresser aux relations entre les journalistes et la classe politique. Je vous propose justement de faire réagir les populations au micro de Lionel Yomoli et d'Ahmed Traoré. Merci. Un journaliste engagé, c'est un journaliste qui dit sans arrière-pensée ce qu'il pense sur son militant,
sur son président, sur sa position dans la politique ivoirienne ou dans un pays quelconque. Je pense qu'il ne devait pas avoir de lien parce qu'un journaliste engagé, c'est celui qui est censé donner l'information et puis apporter de la connaissance au peuple. Mais du moment où vous êtes militant, vous commencez déjà à rentrer dans la propagande. Parce que tous vos sujets que vous allez développer, vous aurez déjà un angle sur lequel vous allez développer. Alors qu'un journaliste doit développer large, c'est-à-dire essayer de sensibiliser toutes les personnes à la fois. La barrière est mince parce que celui qui est engagé défend généralement les causes que les policiers défendent. Donc sa position peut s'assimiler un peu à celui qui est militant et qui professe, je pense, dans un organe d'obédience, d'une certaine obédience politique. Mais la différence qui pourrait exister, c'est que le journaliste politique va défendre exclusivement la doctrine, l'idéologie du parti pour lequel il travaille. Chacun a une obédience politique bien ciblée et il défend les intérêts de cette formation politique-là en fonction des réalités qu'il voit sur le terrain pour qu'il puisse être bien vu par les organes de presse qui sont avec l'État et qui sont dans l'opposition. Un journaliste, quand il est engagé, il doit prendre fait et cause pour les questions d'actualité, pour les questions de société, pour les questions qui concernent les populations, qui concernent la vie des populations. Dans ce cadre-là, il peut donc soit décider d'appartenir à un parti politique et dans ce cas-là continuer son militantisme, ou dans un autre cadre, rester neutre, être l'observateur éloigné, mais qui est également engagé sur les questions de société. Donc sur les deux questions, la différence se fera si on est partisan ou non, mais dans tout état de cause, on demeure sur les questions objectives liées à la société. Alors messieurs, justement, quelle est votre réaction suite aux propos des populations? Oui. Oui, moi je dis que les populations observent un fait, elles le font remarquer, mais qu'elles se disent que le journaliste aussi a toute sa responsabilité quand il fait un travail, parce que la responsabilité du journaliste est totale dans l'exercice de son métier. C'est-à-dire que c'est vrai, je peux être un journal d'opinion, je peux être un journal adossé à un parti politique, mais je me dois de faire mon métier pour lequel j'ai été formé. Et c'est ce que nous faisons. Souvent, toutefois, moi je pense que les populations aussi, elles s'en tiennent souvent à nos unes plutôt qu'au contenu réel même des écrits. Et là aussi, il faut les interpeller pour leur dire, écoutez, payez le journal, lisez et ne vous en tenez pas seulement aux unes. Mais le une a un but incitatif. Si vous êtes responsable du contenu, vous êtes aussi responsable de ce qui est écrit. Oui, non, mais il a un but, il a deux... C'est pour attirer le chaland. Voilà, donc c'est la provocation? Non, c'est pas la provocation, mais ça a un but commercial. Donc le but commercial, c'est de dire, écoutez, voilà, je parle de ça, mais dans la manière dont l'information est traitée, c'est en lisant l'information totalement que vous pouvez mieux vous imprégner. Moi, je crois que les journalistes... Donc, vous voulez dire qu'en fait, les populations regardent juste les unes, la titrologie? Beaucoup sont portés sur les titrologies plutôt que de pénétrer l'organe. Mais quand vous êtes sanctionné par les organismes comme l'ANP, c'est pas par rapport aux unes, c'est généralement par rapport au contenu d'un article détaillé. Donc, vous savez, les sanctions de l'ANP, moi je dis souvent, c'est l'autorité, elle mérite notre respect, mais souvent ces sanctions sont souvent orientées. Et c'est dommage. Moi je dis que ces mêmes faits-là, quand on les voit dans les journaux proches du pouvoir, ils sont moins sanctionnés que quand ils sont dans l'opposition. Et on le voit souvent à l'approche des élections. C'est pourquoi je veux toujours... Ah, vous voulez dire que l'ANP favorise certains journaux? C'est pas nous qui le disons, c'est les faits qui le disent. Et sur ces questions-là, bon, on ne va pas polémiquer ici. Je crois que chacun fait son métier, mais nous, journalistes aussi, nous avons notre devoir de professionnalisme et nous le faisons aussi. Mais moi, je veux donner un exemple concret. Oui, vous êtes directeur de publication. L'ANP a sanctionné plusieurs médias. Hein. Oui. Le Patriote, qui est censé être quand même proche du pouvoir. Le Bélier aussi, Notre Voix. Enfin, vous êtes nombreux à avoir été sanctionnés. Et je vais prendre un exemple, par exemple, du Bélier, comme vous parlez. On nous dit, par rapport aux législatives, c'est en 19 janvier 2021, le quotidien Le Bélier a affiché danger sur les législatives, la veillée d'armes avant le clash, pressé de se donner la majorité. Le RHDP s'égare. Et plus loin, dans vos propos, vous nous dites que déjà la tension est perceptible au sein de la population ivoirienne qui appréhende les élections législatives à venir. Vous nous parlez donc... oui, qu'il n'y aura pas de répit. Le guide suprême du régime en disgrâce
aux yeux du peuple, en parlant du chef de l'État. C'est pourquoi, à la veille des législatives que le régime entend organiser unilatéralement en ignorant les revendications de l'opposition, qui sont des démocrates ivoiriens qui subissent... Non, c'est du journalisme. Mais voilà écoutez, le drame. Non, s'il vous Voilà plaît. le drame. Non, mais attendez, laissez-le répondre. Ça, c'est du journalisme. Vous vous souvenez que pendant ces élections, il y a eu des heurts, là. Bien sûr. Voilà. Moi, je pense que ce n'est pas nous on a créé ces heurts-là. C'est les conditions des élections qui ont créé ces heurts-là. En attirant l'attention du pouvoir sur ces conditions d'élection-là, ce n'est pas... En tenant ce genre de propos... Non, c'est pas... Quand les heurts arrivent là, c'est pas moi je les ai créés. C'est parce que les conditions n'ont pas été réunies et que ces affrontements-là se déroulent. Mais est-ce que... Moi, je crois que nous, ce que nous faisons, c'est attirer l'attention du pouvoir. En quoi ça permet à la population de mieux comprendre la situation? Vous pouvez donner des faits. Il y a des chiffres. Même le ministère de l'Intérieur nous a dit qu'il y a eu 80 morts. Il y a eu 80 morts pendant... Vous n'avez pas lu tout l'article? Non, mais en fait... Oui, c'est des morceaux que vous avez choisis. Non, l'ANP met en surgras sur son site les partis qui vous incriminent. C'est pas la totalité. Fatim, s'il te plaît. Moi, ce que je voulais savoir, dites-moi exactement la sanction de l'ANP. Voilà, la nature de la sanction. Parce que quand on lit les morceaux, on écoute... Alors, le comité de monitoring de l'autorité nationale de la presse, suivant sa revue du 19 avril, a retenu un article publié par le quotidien du Bélier. En effet, à la une de son édition, le quotidien Le Bélier a affiché « Danger sur les législatives, la veillée d'armes avant le clash ». Pressé de se donner une majorité, le RHDP s'égare. Dans cet article, bon, ils font tout un intitulé. C'est ça. Vas-y, c'est là Quelle est la sanction? Dans cet article, l'auteur s'essaie à une analyse du contexte politique à l'aune des élections législatives, à la lecture. Cependant, les indices de graves violations des règles professionnelles et divers autres manquements perceptibles. À l'entame de son article, le journaliste plante un décor alarmiste de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire en ces termes. Déjà, la tension est perceptible au sein de la population ivoirienne qui appréhende des élections législatives à venir comme une source de péril politique. Sans éléments, que sont les éléments? Est-ce qu'ils disent que c'est sans éléments? Parce qu'il y a cela aussi. Est-ce que le journaliste fait des affirmations sans éléments? Parce que c'est ce qui serait la faute. Non, mais est-ce que les propos tenus là sont, en tout cas dans le titre, est-ce qu'on a pris comme parti, est-ce que c'est... Vous les tenez parce que vous êtes un journal de l'opposition, parce qu'on sait les difficultés qu'il y a entre le PDCI et le le parti au pouvoir. Pour faire simple, quand en 2015, il y avait le RHDP, l'union des deux partis, les présidents Bédié et Ouattara étaient proches. J'imagine que vos unes, à l'endroit du président Ouattara, étaient peut-être plus avenantes qu'elles n'ont été à l'issue du schisme entre ces deux... On parle ici d'un contexte électoral. Non, mais c'est de manière générale pour comprendre ce que vous assumez les prises d'opinion. Nous assumons nos opinions toujours. Moi, j'ai dit on parle d'un contexte électoral. Et un contexte électoral qui a conduit à des morts. Moi je pense que ce n'est pas nous... Là, c'est législative. Hein. Oui, non, mais toutes les élections depuis Ouattara ont conduit à des tragédies. Et c'est dommage. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans cette situation-là, nous ne faisons qu'attirer l'attention des pouvoirs publics, de ceux qui gouvernent aujourd'hui, où ils ont l'occasion aujourd'hui, avec la signature de l'accord politique, de faire en sorte que là où tout le monde s'est accordé, de faire en sorte que cela soit appliqué, afin qu'on arrive à un contexte électoral moins tendu et mieux apprécié de tous. Moi, je crois que c'est l'occasion qu'on a aujourd'hui. Et Fatim, ce qu'il faut préciser pour que les populations comprennent très bien, ce n'est pas une faute que d'attirer l'attention des populations. Ce n'est pas une faute, non, ce n'est pas une faute que d'affirmer des choses. Mais dans notre métier, on nous dit, quand vous affirmez quelque chose, il faut que cela découle de faits palpables que vous aurez préalablement identifié. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'effectivement, dans la sanction telle qu'elle est lue, on ne peut pas comprendre si l'article incriminé... C'est jamais dans l'intégralité que les articles sont incriminés, ce sont des parties. Et là, il n'y a rien de factuel. Il n'y a rien de factuel. On peut dire, par exemple, dans ces parties, on peut dire que c'est de la diffamation parce que vous n'avez pas apporté la preuve. Excusez-moi, est-ce que vous avez tous lu le code de déontologie que j'ai ici en ma présence? Nous l'avons toujours dans notre portable. Bon. Même après. Non, mais vous êtes mes devanciers, donc j'imagine oui. Donc c'est pour ça que vos propos m'étonnent, parce que c'est écrit clairement dans le code de déontologie qu'est-ce qui est réprimé, sanctionné. Et pourtant, vous l'écrivez. Vous n'êtes pas le seul. Je peux prendre aussi le Patriote. Et je vais laisser réagir Dr Bamba à tout ça. Le Patriote aussi a été condamné. Je dis, je n'ai pas lu tout l'article. Mais supposons que le journaliste démontre
qu'il y a eu des manifestations à Abobo, qu'il y a eu des manifestations à Yopougon, qu'il y a eu des manifestations à Gagnoa, qui sont des manifestations, je veux dire, qui sont des faits réels. Et qu'à partir de là, il tire la conclusion que la situation est alarmante. Mais c'est normal. C'est normal. Moi, je pense que le journal d'opinion, le Bélier, aurait dû s'incliner devant le verdict de l'ANP. Mais c'est ce qu'on présente toujours. Oui, non. Parce que moi, je vois Franck et toi en train de chercher à parce que dans tous les cas, l'ANP... Non, attendez. Ne vous coupez pas. On devait s'en remettre en toute humilité au jugement de l'ANP. OK. Parce que ceux qui sont à l'ANP, on les connaît tous. Ceux qui étaient là-bas à cette époque-là, on les connaît tous. Moi, ce que je veux dire, et l'article que pointe du doigt l'ANP, c'est quand vous dites par exemple la tension est palpable, il faut des faits. C'est ça. Il faut des faits. Pour ça quand vous dites par exemple que les populations attendent le clash, bon, vous êtes des oiseaux de mauvais augure. Bref, je veux dire... C'est toi qui penses, hein? Je veux dire que l'un des problèmes que nous avons, c'est moins le fait d'être proche d'un parti politique, d'avoir une sympathie pour un parti politique, que la capacité dans nos rédactions à traiter à froid les informations. Je vous le dis, moi, Guillaume Bateau, je travaille pour Notre Voix depuis plus de 25 ans, je n'ai jamais été sanctionné. L'ANP ne nous a jamais... Mais a sanctionné votre journal. Non, oui, pas votre plume, mais votre journal. Votre journal. Je veux dire, non, mais ça arrive. Pour quelle raison? Oh, pour plusieurs raisons. Quand même, 25 ans de vie, vous ne pouvez pas... Non, mais ce genre aussi d'articles bon, je sais que tendancieux. nos confrères, certains de mes collègues ont fait la prison à l'époque, mais ce n'était pas pour ça, c'était pour une affaire sur le franc CFA. Je sais que notre directeur de publication a séjourné en prison, bon, il n'est pas allé jusqu'à la Maca, mais il est resté quelques jours au Caragman, parce qu'on avait parlé de la mutinerie de l'époque. On avait expliqué que les mutés avaient reçu de l'argent. Bon, on n'avait pas pu prouver matériellement. Voilà le problème. Et donc, le procureur s'est engouffré. Alors qu'on avait des proches, on avait des militaires qui avaient reçu de l'argent. Mais bon, le procureur nous a dit, messieurs, est-ce que vous pouvez prouver que les chèques ont été libérés? On n'avait pas cette preuve. Donc, pour ça, notre directeur de publication et nos collègues de l'époque avaient été traînés devant le tribunal. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut effectivement que dans nos rédactions, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur une situation, qu'on puisse les traiter de façon factuelle, avec des arguments qu'on peut défendre. C'est tout. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le parti. Je vais laisser parler Dr Bomba. Vous dites, selon votre thèse, que finalement le militantisme est incompatible avec le journalisme. Pour quelle raison? C'est pour ce genre de faits. Il y en a d'autres. Hein. Je n'accable pas que le Bélier. Ne vous inquiétez pas. On va lire pour les autres. C'est pas nous seuls. Écoutez, cela va de soi. On vient de voir une discussion faite par des journalistes, alors que l'organe en question qui les sanctionne est leur organe à eux. C'est-à-dire que, là, je rejoins Guillaume, c'est vrai que c'est lui ce que je parle. Il faut s'incliner devant les sanctions de l'ANP dans la mesure où ceux qui y sont, ce sont des confrères, vous les connaissez, vous connaissez les faits d'armes. Et pour ce que je sais, parce que moi aussi j'ai parlé avec le président Samba Kone, aucun journaliste n'est sanctionné, aucune rédaction n'est sanctionnée sans qu'on entende le journaliste en question, qu'il le reconnaisse. C'est-à-dire qu'on ne le fait pas parce qu'on n'aime pas le journaliste ou qu'on n'aime pas sa tête. Maintenant, quant au quantum du fait que les journaux proches du pouvoir sont moins sanctionnés ou autres, il faut vraiment faire une vraie enquête qui consiste à comptabiliser pour qu'on en arrive là. Vous êtes des journalistes, il faut des chiffres pour dire qu'en telle période, on a constaté que notre voix a été sanctionnée N fois par rapport au patriote qui a fait les mêmes fautes. Et je finis en disant que les journalistes savent bien ce que c'est qu'un bon papier. Ils le savent. Ils ne peuvent pas me dire autant qu'ils sont ce qui n'est pas un bon papier. Ils le savent. Si les faits sont amalgamés aux commentaires, il y a problème. On a le droit de faire des commentaires. Et on doit faire des commentaires. D'ailleurs, même on doit faire des commentaires, c'est ce qui rend le journaliste aussi intéressant. Mais les faits sont sacrés. Il faut quand même qu'on puisse le dire. Moi, je suis enseignant. Je suis toujours peiné de trouver difficilement dans les journaux ivoiriens des exemples à offrir à mes étudiants. J'aurais bien voulu. C'est-à-dire, je veux que les faits soient distingués des commentaires. Mais il est très difficile parce que le positionnement de nos journaux font que déjà à la une, qui attire, n'attire pas tout le monde. Parce que nous, quelquefois, sont pratiquement injurieuses. Il faut le reconnaître. C'est notre pays. On veut vraiment aller de l'avant. On veut que la corporation soit bien. Et on le courage quand même d'écrire. Il y a des enseignants aussi qui
ne sont pas très réglo. Bon, attendez, dans toute corporation, il y a des livrets. On fera une émission sur les enseignants. Pour l'instant, journalistes. Moi, je veux vous laisser revenir parce qu'il me tend la perche avec le Patriote. Vous disiez que les journaux proches du pouvoir sont moins sanctionnés. On a un exemple flagrant du Patriote qui a été sanctionné par l'ANP, où là aussi, on nous parlait du retour de Laurent Gbagbo en des termes... Voilà, très surprenant. Ils nous disent que ce n'est pas un homme d'État. Gbagbo n'est pas un homme d'État. Il n'a pas l'envergure d'un homme d'État. Il n'a jamais été un homme d'État. Il ne sera jamais. Celui qui n'aurait jamais dû être porté à la tête de la Côte d'Ivoire, ce qui importe à ses yeux et qui vient avant toute autre considération, ce sont des affaires de foyer, une vulgaire affaire de culotte. Bon, là aussi, en quoi est-ce journalistique? Non. Surtout que le compte de déontologie nous dit qu'il ne faut pas parler en son article, je vous le dis immédiatement, de la vie privée des gens. Là aussi, en quoi je dis d'une certaine manière. Alors, respecter la vie privée des personnes, le droit de la personne de protéger sa réputation, son intégrité doit être respecté. Éviter de publier des informations qui violent l'intimité de la vie privée, article 15. Je suis d'accord. Donc en quoi est-ce du travail journalistique d'écrire ce genre de propos? Et est-ce que vous ne désacralisez pas les fonctions, les hautes fonctions de ce pays, chef d'État, chef de parti politique? Est-ce que nous ne désacralisons pas parce que vous êtes journaliste? Oui, ben non, mais je suis prête à répondre. Sur le coup, je l'ai déjà dit. Oui. On voit bien que c'est une dérive. Qui a écrit cet article-là, s'est laissé un peu emporter, pour ne pas dire plus. Alors, sa décharge, vous savez, ce n'est même pas un journaliste, c'est un sénateur qui a publié dans le Patriote, mais c'est le journal a accepté de le publier. Donc la responsabilité du journal est engagée dans tous les cas. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas un journaliste, c'est un sénateur. Oui. Comme quoi, il n'y a pas que les journalistes qui sont pas très réglo. Comme j'en parlais aussi tout à l'heure pour les enseignants. Bon, bref, ce n'est pas le débat. Le débat, je l'ai dit, l'ANP, monsieur Dr Bamba l'a dit aussi à juste titre, que ceux qui sont à l'ANP, pour la plupart, sont nos confrères dont on connaît les compétences. C'est vrai que parfois, il y a des débats, mais on doit pouvoir s'incliner. Sur le coup, nos confrères du Patriote, et bon, ce n'est pas un confrère, le sénateur encagoulé qui a fait ce travail, il n'est pas allé loin. Et la responsabilité du journal devrait faire en sorte qu'il ne publie pas un tel texte. Ça, c'est clair. Donc, sur le coup, l'ANP a eu raison de sanctionner. Mais en tout état de cause, je le dis, c'est pas parce que le Patriote est sanctionné que c'est parce que le Patriote a adossé un parti politique. Le sénateur aurait publié cet article dans n'importe quel journal, même dit indépendant, que ce journal aurait été sanctionné. Absolument. Parce que les responsables de ce journal n'auront pas été vigilants, n'auront pas été regardants sur le contenu. Donc, quand on a dit ça, ça n'a rien. Je dis, puisque le débat qui est là, on a écouté les téléspectateurs qui estiment que oui, un journaliste, quand il est proche d'un parti politique, il travaille exclusivement pour ce parti. Je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va prendre votre exemple, Guillaume Bateau. Vous êtes journaliste à un journal. Bon. Il n'y a pas de fonds pour l'ivoirien. Voilà. Et vous avez aussi depuis des fonctions aussi politiques. Est-ce compatible? Comment la population distingue la plume du journaliste de celle de l'homme politique quand vous rédigez un article? En lisant l'article. Est-ce que l'article que Guillaume Bateau écrit, aujourd'hui dans Notre Voix, j'ai fait un éditorial, on peut le lire. Est-ce qu'il a écrit conformément aux règles? Je fais des interviews. J'ai interviewé ce soir Geneviève Gontiger, qui est une ancienne consoeur qui travaille maintenant dans la communication. Il y a les règles de l'interview. Je suis sur votre plateau. Est-ce que je suis en train d'insulter tout le monde parce que je suis FPI? Ça n'a rien à voir. Donc, on doit apprécier l'article du journaliste au regard des règles du métier. Absolument. Je dis, le journaliste, c'est comme le maçon. Un maçon, on dit, les briques, il faut les mettre à telle hauteur, à tel angle. Mais ça n'empêche, le maçon, quand il a fini de construire son mur, il peut aller dans son parti politique. C'est la même chose pour le journaliste. Je repose la même question qu'à votre confrère, M. Betta, pour le Bélier. Au gré des alliances et des désalliances, des amitiés, inimitiés des politiciens, vous ne changez pas votre position, votre posture. Je reprends Guillaume Bateau et le FPI. On sait que maintenant le FPI veut se rapprocher du RHDP. Est-ce qu'il ne va pas mettre de l'eau dans son vin? Vous n'allez pas mettre de l'eau dans votre vin vis-à-vis de la critique du pouvoir, puisqu'il y a un rapprochement envisagé? Là aussi, c'est le politicien ou le journaliste qui écrit. Attendez, n'allons pas vite en besoin. Attendez, doucement. Le Front populaire ivoirien est un parti qui assume ses choix, premièrement. Moi, effectivement, depuis que je suis à la tête de la rédaction de Notre Voix, j'ai entrepris d'ouvrir. Tout à l'heure, M. Baba disait
On ne peut pas faire dans un journal exclusivement pour une partie. Donc j'ai essayé, et j'essaie de faire chaque jour, ne serait-ce qu'au niveau institutionnel, de donner la visibilité aux activités du chef de l'État, que je critique, je n'ai jamais voté pour le président Ouattara, du Premier ministre. Aujourd'hui, on a parlé de la fête du travail, on a plutôt mis en avant les 16 revendications des centrales syndicales. Donc moi, je suis tout à fait à l'aise pour dire que notre voix, quoi qu'étant proche du FPI, donne la parole aux autres obédiences politiques, aux institutions, le chef de l'État, les ministres, le Premier ministre, quand ils se déplacent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'on doit nous encourager pour cela. On ne doit pas nous condamner. Monsieur Betta. Je disais, moi, pour nous, ça ne nous pose aucun problème. Il faut dire que aujourd'hui, on voit que le PDCI se rapproche du PPA-CI, et nous rendons compte des activités du PPA-CI, nous rendons compte aussi des positions du pouvoir, mais d'une certaine manière, il faut le dire, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Nous, notre rôle, ce n'est pas de dire que le train est arrivé à l'heure, c'est de dire au pouvoir que le train qui n'arrive pas à l'heure, ce n'est pas bon, arranger ça, corriger ça. Donc nous sommes dans un rôle d'observateur averti de la scène politique et non pas d'un rôle d'encenseur du pouvoir. Mais pourquoi, justement, vous avez vos convictions chevillées au corps, pourquoi ne laissez-vous pas le journalisme pour intégrer les services de communication de ces partis politiques que vous défendez? Par souci de clarté. Non, de cohérence. Oui, de cohérence. Non, faut pas voir comme ce Pourquoi que mon ami, mon confrère Bateau pense que être militant d'un parti politique, tu peux faire sainement ton métier. Moi, je pense que ça biaise même ce qu'on appelle la tare de l'objectivité. C'est une tare de l'objectivité. Être militant d'un parti politique, ça biaise même ton objectivité. Vous pouvez rédiger dans un journal d'opinion, mais vous ne pouvez pas être militant d'un parti politique. Tu es autrement. Le militantisme, c'est quoi? C'est un parti pris. C'est une idée déjà éditée qu'il faut défendre. Moi, je ne suis pas militant du PDCI, je suis un journal proche du PDCI. Vous êtes sympathisant? Non, sympathisant même. Je suis un militant, un journaliste proche du parti. Mais ça prend ta confusion. Non, c'est pas la confusion. La confusion est totale. C'est l'idéologie. Elle est différente de la ligne éditoriale? Naturellement. C'est l'idéologie on approuve cette idéologie-là parce qu'on l'a déjà vu à l'œuvre dans ce pays. On a déjà vu le PDCI gérer ce pays-là. C'est la gestion de l'idéologie, parce que moi, je me perds. Non, mais la gestion est basée sur l'idéologie. Franck Etienne, après Dr Bamba. J'ai un problème. Je me perds. Moi, j'ai déjà bossé pour le journal, donc la matinale, qui était proche donc, du RDR. Ensuite, le journal Le Rassemblement, qui est proche donc, du RHDP. Mais bon, vous n'êtes pas militant? Je ne suis militant d'aucun parti. Je ne suis militant d'aucun parti. Pour moi, le journalisme est simple. Je recueille des informations, je les traite, je les mets à la disposition. Les vérifier. Je les traite au regard de ma ligne éditoriale. Aussi simple que bonjour. Mais je ne tronque pas les faits. Notre obligation... Ceux qui militent d'un parti tronquent les faits. Non. Je suis en train de parler de mon expérience personnelle. Notre obligation à nous, c'est de ne pas tronquer les faits. C'est aussi simple que bonjour. Sinon, après, par éthique, je dis bien par éthique, même si ce n'est pas écrit, par éthique, on ne peut pas être militant d'un parti politique et écrire dans un journal. Alors, votre exemple est intéressant. Responsable. Votre exemple est intéressant. Alors, une question. Monsieur Etienne, une question. Monsieur Etienne, une question. Attendez, Guillaume Bateau. Monsieur Etienne, une question simple. Vous avez été dans deux organes de presse qui sont liés à des partis précis. Vous avez dit RDR, RHDP. Est-ce qu'en tant que non-militant de ces partis, vous avez pu critiquer et rédiger des articles qui critiquaient leur gestion? Alors, est-ce que vous avez subi des conséquences tant hiérarchiques que des appels des cadres de ces partis? La loi règle la question des conséquences. Je vous explique. La loi règle la question des conséquences. Prenez l'article 1 de notre code de notre déontologie. Oui. Elle est claire. L'article 1 plutôt est clair. Il dit simplement qu'on a l'obligation de rendre public les faits, quel qu'en soit ce que ça va nous coûter. Voilà. Moi, je vous donne deux exemples. À la matinale, la grande matinale, j'ai publié 2 articles, dont un était sur donc, les concours au CAFOP. J'ai dit, le concours de CAFOP, un concours trop cher.
Ouais, mais un concours trop cher. ça n'a rien à voir avec le RHDP. Non. Non, mais c'est le RHDP qui doit un pouvoir. concours trop cher pour le RHDP qui doit pouvoir. Je vous dis, le lendemain matin, il y a quelques billes. Parce qu'en réalité, souvent, les censures, là, ce ne sont pas les responsables, ce n'est pas les ministres, ce n'est pas le président de la République. C'est quelques militants zélés, là, qui vous appellent. Mais vous voulez dire au sein de l'organe? C'est Mais quoi? bien sûr. Sous vos supérieurs hiérarchiques qui vous ont réprimandé? Non, pas mes supérieurs hiérarchiques. Bien Mais au des contraire. collègues, des confrères? Non, aucun. Mais qui alors? Bien au contraire. Non, je parle des militants zélés. Ah, des militants qui du ne savent parti. même pas- D'accord. Qui ne savent même pas ce que c'est que le rôle du journaliste. Qui pensent que le journaliste, parce qu'il est dans le journal qui a adossé à leur parti, doit être un béni, oui, doit être tout, doit dire les choses. un néophyte. Alors, non, c'est Un néophyte. juste des militants zélés. Mais quand ces militants zélés-là, par extraordinaire, arrivent à avoir nos numéros de téléphone et qui nous appellent, mais on leur explique ce que c'est que le métier du journalisme. Aussi simple que bonjour. Docteur Momba, votre réaction après ces échanges? Militantisme et journalisme, pour moi, ne peuvent pas s'accorder. Absolument, moi je suis d'accord. Pour moi, quand on est professionnel, il faut être professionnel au bout. J'aime bien cet acte des politiciens, même s'ils ne le respectent pas toujours. Ils sont présidents d'un parti politique. Lorsque la personne devient chef d'État, quitte la présidence du parti. Je trouve ça honnête. Je me dis, on est journaliste, on n'est pas journaliste. Alors donc, il n'est pas honnête. Non, la Non, loi parce que la loi a changé. Non, je pose la question au docteur parce que... bon, laissez la loi. le docteur Le président nous regarde. C'est celui qui a le moins la parole. Oui, il nous regarde, mais je dis, c'est ma conviction à Allez-y, moi. allez-y. Lorsque on a un certain poste qui est politique, hautement politique, on doit en tout cas quitter les habits du militant. Tous les journalistes qui sont militants du parti politique, ce n'est pas une faute d'être militant du parti politique. Ce sont des citoyens aussi, les Ce sont des journalistes. citoyens, ils ont le droit de l'être. Évidemment, il y a des médecins qui sont militants du parti, des enseignants qui sont militants du parti. Mais pourquoi on s'attarde sur le cas des journalistes? C'est parce qu'ils ont ce rôle-là qui consiste à communiquer avec le grand public. On s'est dit, quoi qu'on fasse, on ne peut pas être, en tout cas, suffisamment objectif. À preuve, si vous êtes magistrat, vous ne jugez pas un parent qui est en faute. Pourquoi dans les autres métiers, on essaie, au nom du code d'éthique et de déontologie, de stratifier les choses pour ne pas qu'il y ait un mélange de genres? Et qu'avec les journalistes, il y a cette aisance-là d'être à des postes, sachant qu'ils sont militants politiques, de continuer d'écrire des articles qui, si nous les critiquons, c'est parce que ces articles sont biaisés. Et je crois que s'ils le font, c'est parce qu'ils sont à la recherche de postes politiques. À preuve, il y a beaucoup d'exemples dans le microcosme politique ivoirien et journalistique où le journaliste devient un strapontin pour atteindre les sommets. Mais attendez, une question. Est-ce qu'à contrario aussi, excusez-moi, ils ne font pas preuve de courage? Je parle de Guillaume Bateau et de Michel Betta. C'est-à-dire qu'ils nous disent clairement quelle est leur opinion, même si ça devrait ne pas nous intéresser plus que ça. Mais ils avancent pas masqués, contrairement à peut-être d'autres journalistes qu'on qualifie d'indépendants et qui ne... Je vais te répondre. Donc, laissez-les d'abord répondre et puis vous allez répondre pour vous. Oui, ils n'avancent pas masqués. Est-ce qu'il n'y a pas une part de courage d'afficher, d'assumer son opinion? Oui, courage, si vous voulez. Ou c'est une erreur de... Non. À preuve, moi je pars sur les faits. Je voudrais que honnêtement, qu'on se les dise, quels sont les chiffres de vente des journaux? On va en parler dans la les réalité perspectives. tient à quoi? Moi, je suis quelqu'un qui achète les journaux, mais évidemment, comme les autres, j'achète le journal qui m'intéresse en fonction des titres. Je suis comme l'Ivoirien lambda, c'est mon argent que je prends. L'information est vendable et elle est marchandisable. C'est ce qui se fait. Donc, que les journalistes sachent que les papiers ne se vendront pas si les papiers sont sectaires, si les papiers ne parlent que d'un seul camp, ne voient en tout cas qu'un seul côté de la chose. C'est ce que nous déplorons en fait. Oui, je crois que M. Bamba, je m'excuse, mais fait beaucoup de confusion. Les chiffres de vente des journaux n'ont rien à voir avec... on va en parler après. Je viens. Ah bon? Dans ce pays, il a été un temps où Fraternité Matin tirait 100 000 exemplaires. Les dirigeants de Fraternité Matin étaient les dirigeants du PDCI. Ça n'a rien à voir. Non, mais attendez, s'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Oui, quand vous parlez, vous m'avez dit, ça au moins pour une fois, je m'y suis tenu. Donc laissez-moi parler. Parce que votre vérité ne peut être la vérité absolue. Voilà. Donc je dis... On peut attirer ton attention quand même. Vous pouvez attirer mon attention, mais vous pouvez au moins... Bon, allez-y, Guillaume Bateau, allez-y. Permettez que je donne la mienne. OK. Donc je disais que les chiffres de vente des journaux en Côte d'Ivoire, on peut... et puis là-dessus, on peut faire le débat. Mais il y a plusieurs facteurs.
Il y a plusieurs facteurs. Mes confrères ici et moi, nous avons fait participer à beaucoup de débats, beaucoup de sommets, de conférences, etc., etc. C'est vrai, la qualité des contenus aussi est une part de responsabilité, mais le contenu n'est pas... On va revenir dessus. Je dis, le fait que des militants politiques occupent des postes de responsabilité dans la tête des médias n'est pas une révolution, ce n'est pas un fait nouveau, ni en Côte d'Ivoire, ni dans le monde entier. Et je le répète, et je suis d'accord avec toi, je pense que c'est plus courageux, parce que ça ne sert à rien parce que je m'excuse de ceux qui se disent, je ne suis pas militant parce que je n'ai pas une carte de parti, mais je rase les murs, je trouve que c'est de la couardise. Ah oui, parce qu'il faut dire les choses, on se connaît. On vient sur les plateaux. Bon, je ne parle pas de toi, je connais très bien, mais je ne parle pas de toi. Je dis, dans le milieu... Pas de moi non plus. Je n'ai pas bien parlé de toi, parce que je sais ce que tu fais, donc ce n'est pas nécessaire. donc je dis, c'est plus courageux, je trouve plus courageux qu'on soit en harmonie avec tes convictions, ses idées, et ça ne nous empêche pas de faire son métier en fonction des règles. Parce que si vous allez vous retourner sur le président Samba Koné de l'ANP et que vous prenez les journalistes qui sanctionnent tous les jours, je vous dirais que ceux qui dirigent, qui sont les militants affichés des partis politiques, ne sont pas les plus sanctionnés. Donc ça, c'est un faux débat. Donc on peut être journaliste... Parce que la ligne éditoriale, et je termine par là, oui. La ligne éditoriale d'un journal, c'est le canevas. Bon, Franck a voulu botter en touchant en disant qu'il a parlé d'un concours trop cher. Moi, je pensais qu'il allait dire que dans la matinale, j'ai critiqué l'organisation structurelle du RHDP ou du RDR de l'époque. J'ai fait ceci et cela. Donc ça, je vais dire, la ligne éditoriale déjà donne un canevas qui permet aux journalistes de savoir, il y a les lignes rouges, et ce n'est pas forcément politique, même un journal culturel, un journal sportif, etc. Pour bien comprendre, est-ce que par exemple au journal Le Bélier, il y a des gens qui ne sont pas militants ou sympathisants? Il y en a, suffisamment, il y a suffisamment. Il y a suffisamment et nous les laissons s'exprimer. Ni sympathisants. Voilà. Nous les laissons s'exprimer, ils expriment souvent des opinions contraires à ce que nous pensons, mais on en débat et on trouve la meilleure ligne. Mais la ligne éditoriale, c'est la règle. Mais Docteur Bamba, le vrai pluralisme, c'est quoi finalement? C'est d'avoir... plusieurs sensibilités présentes dans les différents médias de notre pays ou d'avoir au sein d'un même média plusieurs sensibilités. Ce serait quoi l'idéal? Non, l'idéal, je crois que ce qui se passe déjà, il faut prendre le champ journalistique dans son ensemble. Les journaux doivent être d'opinions différentes, d'obédiences différentes, pour qu'on puisse les comparer. Voilà, on sait que le nouveau réveil, par exemple, il serait très difficile, le nouveau réveil, aujourd'hui en tout cas, dans le contexte actuel, d'encenser le RHDP. Et qu'il est aussi difficile pour le patriote de bien parler du PPACI ou du FPI, encore difficile pour notre voix de faire la même chose pour les autres partis qui ne sont pas de son obédience. Bon, en tout cas, il y a un pluralisme à plusieurs niveaux. Le niveau basique qui concerne tout le monde, c'est que les journaux s'entrechoquent. Nous sommes entièrement d'accord avec. Maintenant, dire au sein des rédactions qu'il y ait cette démocratie, non, ça sera fait du démocratisme. Ce n'est pas possible. Non, moi je voulais, Fatim, s'il te plaît, attirer l'attention sur un fait. Quand on dit qu'il est difficile d'occuper une position, je dis bien, je ne parle pas du militant, mais occuper une position de responsabilité dans un parti politique et être objectif dans le traitement de l'information, c'est possible. Mais le fil... Non, s'il te plaît. L'objectivité ne dit même pas. Oui, mais on ne demande pas aux gens d'être honnête. On lui demande d'être honnête. Oui, bon, être honnête. On va rester. Voilà, on va utiliser le mot honnête. Allons-y. Être honnête, le fil est trop mince. Le fil est trop mince parce que supposons que vous, qui êtes le responsable du parti politique, vous participez à une réunion du parti politique qui lance un mot d'ordre. Parce qu'on sait très bien que les partis politiques ne lancent pas forcément des mots d'ordre sur des éléments cartésiens. Mais il y a déjà des éléments de langage. Voilà, il y a des éléments de langage qu'on va vous prêter, il y a une attitude générale, il y a un objectif qu'on veut atteindre, tout ça. Et quand vous sortez de là-bas, parce que vous êtes journaliste, vous laissez le mot d'ordre du parti pour venir écrire journalistiquement. Vraiment, c'est difficile. Pour moi, j'estime que dès lors qu'on se déclare, qu'on prend la carte de militant d'un parti politique, qu'on ne soit plus journaliste. Parce que le journaliste, c'est celui qui est du côté du peuple. C'est celui qui est du côté du peuple. Mais les militants politiques sont les membres de la population? Non.
Les militants politiques sont des citoyens comme tout le monde. C'est celui qui est pas de la population. Regardez pourquoi aujourd'hui, tout à l'heure, docteur parlait donc de la mévente de nos journaux. Pourquoi aujourd'hui les gens se délaissent Non, ça va être dans les perspectives. On va y arriver dans 5 minutes. Quelques mots. On n'a pas parlé d'une autre problématique qui est peut-être moins visible en Côte d'Ivoire par rapport aux pays occidentaux. C'est vrai qu'en Afrique, ce sont souvent les médias dits d'État qu'on critique le plus, à tort ou à raison. Mais c'est vrai qu'aussi, il y a les médias privés. Et on le voit dans les pays occidentaux. Il y a une concentration, vous le disiez tout à l'heure, aux mains d'hommes d'affaires qui viennent aussi avec une vision qui permettent d'accentuer en tout cas leur cercle d'influence. Et on l'a vu avec le cas Zemmour sur les chaînes occidentales par rapport à une personnalité des médias. L'État ne peut pas communiquer. L'État ne doit pas communiquer et on doit laisser le journalisme aux mains des privés exclusivement, qui viennent aussi pour faire du business. Ce ne sont pas des enfants de cœur, forcément. Non, pas forcément. Mais je crois qu'il ne faut pas faire de telles comparaisons parce qu'en réalité, sur l'échelle de l'évolution de la démocratie, il y a quand même certains une longueur d'avance sur nous. Le cas précis de la Côte d'Ivoire, nous avons la RTI, et nous avons Fraternité Matin. Bon, je ne sais pas leur financement, je crois que c'est fait par l'État. Donc, logiquement, en partie par l'État. Donc, permettre des débats comme ça pour qu'on puisse voir des opinions différentes, en tout cas s'exprimer, c'est bien. Que dans le journal de 20 heures, que ce ne soit pas seulement pour le RHDP et ses différentes activités, ça aussi c'est bien. C'est-à-dire que l'État ivoirien, vu que tout le monde paie la redevance, il serait bien que l'Ivoirien puisse se retrouver dans sa télévision, qu'on puisse se retrouver dans nos médias dits d'État. Vu que c'est d'État, c'est vrai, on ne pourrait pas quand même demander l'impossible à l'État de ne pas censurer le gouvernement de Côte d'Ivoire ou de ceux qui sont au pouvoir momentanément. Il va de soi que Fraternité Matin, à l'époque nous étions étudiants, on était très critiques. On a pensé qu'avec l'arrivée du Front populaire ivoirien, la RTI aurait changé, la Fraternité Matin aurait changé. On a constaté qu'on a fait les mêmes choses. Aujourd'hui, c'est la même chose qui continue. Et évidemment, si... Voilà, mais la différence peut-être avec les autres médias, c'est que quel que soit le pouvoir en place, les journaux dits d'État ou la radio ou la télévision, voilà. C'est-à-dire ces journaux, ces médias ne sont pas adossés à un parti, mais aux autorités. Oui, aux autorités. Avec des guillemets. Tout à fait. Les médias, quant aux médias privés, bien, leur nom l'indique, c'est les médias privés. Et s'ils sont privés, ils ont leur source de financement. Et qu'on sache que quoi qu'on fasse, il n'y a pas d'indépendance véritable des médias. Je suis d'accord, mais est-ce que l'information est une marchandise comme les autres ? Oui, tout est une marchandise, Fatih. Ah, vous pensez que l'information est une marchandise comme les autres ? Tout est une marchandise. À ce niveau-là, je l'ai souvent dit, il y a vraiment un amalgame qu'on fait et puis on essaie de s'engouffrer dedans et on persiste dedans. Un média est un média. D'abord, que vous soyez journaliste dans un média dit d'État ou un journaliste dans un média dit privé, le travail du journaliste ne change pas. Le travail du journaliste ne change pas. Il y a juste qu'il y a souvent des autocensures. Des autocensures. Je vous donne un exemple, un cas école. Alassane Ouattara, président du RHDP, convoque le RHDP à l'Hôtel Ivoire pour parler du RHDP, pour parler de la structuration du RHDP. Dans le même temps, au même jour, il y a un accident à Grand Bassam. Dans le même temps, on donne, comment on appelle ça, le coût du kilogramme de café cacao. Et puis, en ce moment, on va parler de hiérarchisation de l'information. Mais vous serez étonné que sur les médias dits d'État, ils vont commencer par ouvrir sur Alassane Ouattara, sous prétexte qu'il est le chef de l'État. Pourtant, la convocation des militants du RHDP à l'Hôtel Ivoire, mais n'a rien à voir avec l'État. Ça a quelque chose à voir avec leur groupe. Donc, en ce moment-là, on aurait pu ouvrir sur le café cacao ou bien sur l'accident. Donc, c'est une autocensure. C'est une autocensure des individus qui font qu'on a l'impression que les journalistes dits des médias d'État ont une façon de travailler et puis les journalistes dits des médias privés, on a la même façon de travailler. Notre seule façon de travailler, c'est de recueillir les informations, de les traiter et de les mettre à la disposition de l'État. Deuxième maxime, c'est que nous, là,
et les journalistes, le journaliste ne parle pas du train qui arrive à l'heure. Le journaliste parle du train qui arrive, c'est-à-dire qui n'arrive pas à l'heure. Un point, un train. Et donc, quand c'est comme ça, ce qu'on reproche aux médias d'État, et moi, je veux dire que c'est bien que vous ouvrez cette lucarne-là. C'est un média qui appartient, mais à tout le peuple. Le peuple veut savoir ce qui se passe en son sein, qui ne veut pas savoir ce qui se passe au sein des partis politiques. Ça ne l'intéresse pas. Le peuple veut savoir s'il y a de l'eau, le peuple veut savoir s'il y a du courant, le peuple veut savoir s'il y a des routes. Et donc, quand vous parlez des routes que le gouvernement fait, quand vous parlez des hôpitaux que le gouvernement fait, ce n'est pas un problème, ça, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand vous prenez l'activité politique des partis politiques, là, pour les mettre, je veux dire, au devant des autres actualités, c'est là qu'il y a un problème. Alors, ça me permet d'enchaîner sur les perspectives. Vous commencez à donner des pistes de réflexion sur comment améliorer notre profession avec toutes ces critiques qu'on essuie, à tort ou à raison, encore une fois. Comment faire pour améliorer notre crédibilité, M. Betta? Non, moi je crois qu'améliorer notre crédibilité, c'est le sens même de notre formation. On nous dit de nous coller aux faits, de différencier l'opinion des faits, de faire en sorte que nous soyons objectifs dans notre approche des sujets, de sorte que l'opinion qui nous suit, le public pour lequel nous parlons, parce qu'il ne faut pas oublier que nous prenons un pan de ce qui est dévolu au public, c'est-à-dire la liberté d'expression, c'est ce que le journaliste reprend dans ses écrits, il reprend dans ses médias. Donc je pense que c'est ce pan de cette liberté d'expression-là qui veut que le pluralisme s'exprime, la différence s'exprime dans nos opinions, dans nos différents médias. C'est cela qu'il faut mettre en avant. Moi, je crois qu'au niveau du bélier, nous le faisons tant bien que mal. Parce que moi, quand je regarde un peu le paysage politique ivoirien, je me dis, les médias d'État, ils ont une manière particulière de traiter l'information où on ne met en exergue que ce que fait l'État de bon. Il nous appartient, nous, de montrer aussi la différence, que ça ne se fait pas aussi bien. Mais écoutez, j'ai regardé de la une de tous vos journaux. Là aussi, en fait, quelle est la limite entre la propagande et l'information? Parce que le bélier, toute une affiche le président Rékoné Mbédié. Avec tout notre respect, mais quasiment. Quasiment. Pareil pour notre voix, c'était Laurent Gbagbo, maintenant c'est Pascal Affi-N'Guessan. Bon, c'est-à-dire que vos priorités, c'est de mettre en avant l'activité politique de ces leaders? Alors, c'est la priorité? C'est ça, c'est pour ça que je voulais un peu j'appelle l'autocensure. Je veux nuancer les propos de Franck. Quand tout ce qu'il a dit sur les médias, que moi j'appelle les médias de service public, parce qu'on appelle les médias d'État, parce que ce sont les médias de service public. Sur la question des médias de service public, on a fait le long débat. Tout le monde connaît ma position. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais on ne peut pas ramener tout à l'autocensure. Parce qu'il y a aussi de la responsabilité. C'est le docteur qui a dit tout à l'heure que sur l'échelle de la démocratisation ou de la démocratie, nous avons encore quelques... Et ces médias, il faut aller aussi à l'origine. Quel était le rôle qui leur était dévolu au départ? Donc progressivement, effectivement... Parti unique, média unique. Média unique, progressivement, effectivement, il y a eu des efforts. Et ces efforts-là, effectivement, il faut les soutenir. Donc, il y a aussi la responsabilité des journalistes. Donc, on ne peut pas tout ramener à l'autocensure. Parce que ça tend à déresponsabiliser nos collègues ici. L'autocensure, c'est la responsabilité. S'il te plaît. Tu ne peux pas tout résumer. Tout ce qui passe ici à la télévision, à la radio, à Frédéric Matin, à l'autocensure, il y a une ligne éditoriale. Autocensure, non pas forcément dans les médias d'État seulement, mais à nous-mêmes. Tu n'as pas des médias d'État. Donc, je pense sur ce fil-là. Je dis qu'il y a une ligne éditoriale. Et ces médias ont une histoire. Il faut effectivement travailler en prenant un certain nombre de responsabilités, en prenant un certain nombre de mesures, de réformes. Et nous, quand nous étions encore à la tête du syndicat, nous avons fait des propositions. Comment améliorer la gouvernance des médias de service public, de telle sorte que les citoyens soient plus impliqués. Mais en entendant ces réformes, il faut reconnaître les efforts que font les uns les autres. Pour améliorer justement, et là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est la responsabilité des uns les autres. Moi, je suis arrivé à la tête de la rédaction de Notre Voix en décembre et j'ai pris la responsabilité, la résolution d'ouvrir le journal aux institutions. Ah oui, ça m'a valu des critiques parce que les gens ne sont pas habitués. Ah oui, mais pourquoi un journal qui est proche d'un parti d'opposition peut rendre compte des activités du président de la République? Je dis non. Et c'est là où le courage des journalistes est appelé. C'est tout. Appelé. Mais oui, mais ça ne peut pas résumer à tout ça. Donc je dis... Nous avons des efforts collectifs à faire.
au niveau des réformes, nous avons des efforts à faire. Au niveau de la conscientisation, de la formation aussi, nous avons des efforts à faire. Au niveau même de l'appui du financement des médias. Parce que souvent quand on parle de ces questions-là, qu'on veut reléguer au second plan, c'est important. Quand vous voyez le niveau de subventions que les médias, même privés, ont en France, par rapport à ce que nous avons ici, c'est du menu fontaine. Donc, il y a un effort général que la société ivoirienne doit faire, parce que, malheureusement, comme on dit souvent, on a les dirigeants qui ressemblent à nos pays, on a les médias qui ressemblent à nos sociétés. Alors, comment renforcer encore une fois l'éthique et la responsabilité journalistique? Vous nous parlez de formation. Docteur Bamba, comment faire? Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'il faudrait avoir plus de sanctions dans l'ANP? Non. Je pense qu'en réalité, on ne va pas faire je demande aux journalistes de ne pas faire de l'autoflagellation. Beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Et je pense que nos journalistes, à mon sens, ne peuvent pas prétendre ne pas connaître le b.a.-ba du métier. Ils connaissent très bien le métier. Donc c'est un choix délibéré. C'est la mauvaise foi? Je ne saurais le définir, mais pour moi, c'est un choix délibéré de ne pas faire son travail correctement. Et j'en reviens, c'est vrai que Guillaume a dit tout à l'heure que j'ai fait de la confusion. J'en reviens toujours à l'histoire du contenu. Voilà, le lecteur que je suis est à la recherche d'un contenu qui puisse vraiment lui faire plaisir. En fait, il doit avoir de l'information là-dedans, même si quelque part il doit faire de la communication. Je pense que tout revient aux journalistes. Ils ont des organes pour ça. Ils ont la possibilité, en tout cas, d'améliorer les conditions. Code de déontologie. Oui, ils l'ont, c'est eux qui l'ont écrit en 2000. Ce n'est pas moi. Donc, ils respectent au moins ce qu'ils ont écrit, qu'ils fassent du journalisme vrai, qu'ils se départissent des hommes politiques qui, eux, les manipulent. Et j'en suis... Si les hommes politiques ne les manipulent pas, diantre, pourquoi c'est eux qui se mettent au fronton en jouant le rôle de politiciens de seconde zone? Ils laissent la politique aux hommes politiques qui fassent le travail de journalistes. On va le leur reconnaître. Tout à l'heure, on parlait du parti unique, qu'à l'époque, on était tous militants du parti unique et qu'il y avait des bons journalistes. Oui, on a retenu des grands noms, qu'on me donne aujourd'hui des grands noms. Comme qui? Qu'on me donne aujourd'hui des grands noms. Les grands noms pour comprendre quel exemple il faut suivre. Ça peut nous aider tous. Le professeur Baba m'a interpellé. Il a dit, non, tout à l'heure quand je parlais de confusion, ce n'était pas par rapport au contenu. Je disais que vous rameniez les difficultés des chiffres de vente uniquement au contenu. Non, pas uniquement. Je disais non. Non, mais il n'y a pas un lien de causalité, Guillaume Bateau, s'il vous plaît. Non, il y a un lien. Entre la chute des ventes et la qualité. Il y a un lien. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas la seule cause. Évidemment. Voilà. Parce que le docteur semblait aller pour moi d'un peu. Non, c'est plus. C'est vrai, le contenu a un lien avec les ventes. Il y a aussi la distribution. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas évacuer ici en disant que oui, bon, parce que. Donc, c'est vrai. C'est le secteur qui a des difficultés et qui doit être réformé et repensé. Donc nous, on ne peut pas être sur ce plateau. Moi qui me suis battu pendant des dizaines d'années pour améliorer l'environnement général, l'écosystème des médias en Côte d'Ivoire, retenir que le contenu. C'est vrai, le contenu est important. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts. Et l'arrivée de la presse numérique, est-ce que l'arrivée de la presse numérique a... Je veux déjà rebondir sur ça. Vous savez, je l'ai toujours dit, peut-être que je peux me tromper, mais j'estime que on cite les causes, mais on ne les comment on appelle ça? On ne les hiérarchise pas. Et sincèrement, il peut y avoir une multitude de causes. Mais pour moi, la première cause, c'est vrai, ce n'est pas de l'autoflagellation, c'est vraiment pas de l'autoflagellation, mais je suis obligé. La première cause, c'est nos contenus. La première cause, j'explique. On va pas refaire le tour. Merci de me donner raison. Excusez-moi, je vais vous donner juste des faits. Ça vous fait plaisir, mais c'est pas vrai. Je vais vous donner c'est pas vrai. La cause principale. Moi, je vais vous donner une La cause. cause principale, c'est le contenu. Ce sont nos contenus. Je vais vous expliquer. C'est-à-dire quoi? Ils ne sont pas de qualité ou partisans? Je vais vous expliquer pourquoi. On a 2 minutes. Il est un journal qui est clairement la propriété du FPI. Oui. Pascal Afin-Guessan, en 2010, aux élections de 2015, il s'en sort avec presque 10% des voix. En Côte d'Ivoire, il y a 6 millions de votants. Et en 2010, on se retrouve autour de un peu plus de 75% de taux de participation. Ça veut dire qu'il y a au moins
3 500 000 personnes qui ont voté. Donc quand vous prenez 10% de 3 500 000 personnes, 350 000 personnes. Ça fait 350 000 personnes. Est-ce que notre voix arrive avant 350 000? Ça veut dire que si... Non, mais c'est un raccourci. Non, désolé. Je viens. Ça veut dire que si le contenu... Non, mais je suis désolé. Non, si vous êtes les gens qui votent dans mon village à Zéro-Guinée, est-ce que notre voix arrive là-bas? Je viens. Est-ce que notre voix arrive là-bas? Non, je viens. À Zéro-Guinée. Je viens. À Péréka. Notre voix arrive là-bas. C'est trop facile, frère. C'est une... Attendez. C'est réducteur. Si tant est que mon journal... Je l'explique, vous allez répondre. Si tant est que mon journal, c'est-à-dire celui qui a fabriqué le journal, celui qui a financé le journal s'appelle le FPI. Mais pourquoi aller passer à Edi Presse? Prends et va distribuer à tes militants. Bon, monsieur, monsieur, le chiffre de vote. Monsieur, il nous reste 1 minute. Non. Alors, monsieur Etienne, attendez, il vous reste 30 secondes pour l'antenne. Je ne peux pas parler de l'émission. Monsieur Etienne. Non, je dis. Monsieur Etienne. On va couper l'antenne parce que... Mais on doit rendre l'antenne. Non, on a pas... Oh, s'il vous plaît. Mais arrêtez de... Je dis. L'électeur du président Finguessin. Tu écris Monsieur Etienne, ne rajoutez pas, monsieur Bateau va se taire aussi. Oui, non, il faut que je dise. Non, l'émission est finie, monsieur. L'émission est finie, s'il vous plaît. Je suis pas déçu, désolé. Messieurs, dames, merci de nous avoir suivis. Merci, messieurs, de votre participation visiblement bruyante en fin d'émission. Merci aux équipes techniques et à la production. Chef d'édition Astou Touré Danogo, rédactrice en chef des débats Delphine Blas, directeur des magazines d'information Koné Lanciné et à la réalisation Awa Sawadogo. Merci à l'ANP et son directeur Monsieur Samba Koné qui a initié son président, mes excuses, qui a initié donc ce débat dans ses locaux et qui nous a fortement inspirés. On se quitte sur cette pensée adressée tout particulièrement à tous ceux dont les mots, la plume participent ou non au développement de notre pays. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde de Albert Camus. Bonne soirée à tous.